Jean-Jacques Ekindi, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. J'ai omis de dire, monsieur le coordonnateur, bonjour. Je l'accepte, mais plus pour très longtemps, parce que je suis là maintenant pour liquider les affaires courantes. Le mouvement progressiste, sans nul doute, désignera un nouveau coordonnateur, puisque moi, je m'en vais dans un autre parti politique. Et ça va vous manquer qu'on nous appelle plus, monsieur le coordonnateur, c'est quelque chose quand même dans la société, ce titre-là. Ça va certainement me manquer parce que j'ai passé d'excellents moments avec ce parti-là. Évidemment, tous les moments n'étaient pas non plus excellents. Il y en avait d'autres dont le souvenir n'est pas très bon. Notamment, je crois qu'en 92, lorsqu'on a eu, en 91, ce qu'on appelait la fessée nationale, j'étais déjà coordonnateur du MP, mais nous avons subi quelques avanies dans les commissariats de la place. Donc c'était des moments très difficiles. Mais c'est aussi, pendant que j'étais coordonnateur général du mouvement progressiste, que j'ai été élu député et où j'ai pu m'exercer dans la grande chambre. Donc vraiment, j'ai des moments très variés et très attachants. Je garderai d'ailleurs un excellent souvenir de temps que j'ai passé. Un souvenir de la fessée nationale? Mais on ne peut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que les moments sont mauvais qu'on va les oublier. Mais on sait comment ça s'est passé. On sait comment on a souffert. On connaît ses compagnons d'infortune. Bon, ce n'est pas un bon souvenir qu'on va garder, mais c'est un souvenir tout de même. Et comment vous êtes sorti de cette fessée nationale, Jean-Jacques Ekindi? Permettez qu'on insiste un peu dessus. Oh, nous avons été frappés. Nous avons été frappés par des lamelles de fer. Nous avons été frappés par des lamelles de caoutchouc sur la plante des pieds. On nous déshabillait. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Ben, je crois que à l'époque, ceux qui étaient en charge du maintien de l'ordre, notamment la gendarmerie, nous considéraient comme des trublions, nous qui revendiquions pour la conférence nationale souveraine. Et ils pensaient sans nul doute qu'en nous faisant un peu mal physiquement, cela allait faire en sorte que nos idées s'évaporent et que nous puissions ne plus penser à la conférence nationale souveraine, ce qui n'était pas vrai. Et ça vous a fait du mal que la conférence souveraine ait été finalement sans objet? Non pas qu'elle a été sans objet, elle n'a pas eu lieu. Le pouvoir en place a substitué la tripartite, qui est une réunion d'une autre nature, à la conférence nationale souveraine. Alors lorsque le choix a été mis en face des acteurs de l'époque, beaucoup ont accepté pour argent comptant leur participation à la tripartite. Et dès lors que la tripartite a eu lieu, on n'a plus parlé de conférence nationale souveraine. Et la fessée nationale vous a consolidé dans votre position d'opposant? Elle ne m'a pas quoi, elle m'a trouvé. Et vous a conforté Elle m'a trouvé opposant et elle m'a laissé opposant. dans votre idéologie d'opposant? Elle n'a rien modifié dans mon idéologie. Au contraire, effectivement, elle m'a convaincu que nous étions dans la bonne voie. Je me suis dit, pourquoi on déverse autant de violence sur des gens qui n'avaient rien, qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient pas de complot, qui n'avaient aucun projet de remettre quelques institutions que ce soit, si ce n'est par les voies légales. Autrement dit, on espérait que cette conférence... À quel moment vous êtes convaincu, Jean-Jacques Ekindi, d'être opposant? Opposant à qui? Opposant à quoi? De mon point de vue, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, j'ai toujours été mu par le désir d'apporter ce que je peux à l'amélioration et à l'épanouissement du peuple camerounais, à la notoriété du Cameroun en lui-même, à sa capacité de compter le plus possible dans le concert des nations. Ce qui a fait que très vite, je me suis retrouvé avec des gens qui pensaient comme moi. Mais la partie la plus importante, c'était en mai 68 en France. En mai 68 en France, il y a donc un déferlement. L'activité politique était la chose la plus répandue. Et des Camerounais qui, eux, étaient membres de ce qu'on appelait l'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun, qui étaient très proches de l'UPC. L'UPC, à l'époque, avait mis en place le comité révolutionnaire avec le Wungli Masaga, etc.
Moi, je faisais mes études, j'étais à la Cité internationale de Paris. Ils m'ont abordé, ils m'ont convaincu que je ferais bien de me mettre en action pour essayer d'améliorer le sort de notre population, notamment de lutter contre le colonialisme d'une manière générale en Afrique, de lutter contre le néocolonialisme, notamment au Cameroun, de faire en sorte que les Camerounais soient... Voilà d'où je suis parti. Et bon, à partir de ce moment-là, je n'ai plus abandonné l'activité politique. Elle a toujours été présente dans tout ce que je faisais. Et c'est comme ça que le polytechnicien que vous êtes arrivé au Cameroun, qu'est-ce qui vous motive? Quel est le discours qui est décisif? Arrivé au Cameroun, parce que je considérais le régime d'Ahidjo comme un régime dictatorial, comme un régime qui n'œuvrait pas pour la promotion et l'épanouissement des Camerounais, un régime que nous qualifions à l'époque de néocolonial. Arrivé au Cameroun en 82, Ahidjo démissionne. Paul Biya le remplace. Comment vous rencontrez l'idéologie de Paul Biya? Mais dans le discours qu'il a immédiatement prononcé, et certaines parties effectivement essentielles. D'abord, c'était des discours libéraux, c'était des discours par certains côtés avant-gardistes, mais de plus, il indiquait qu'il en appelait à tous, et notamment, il indiquait qu'il n'était pas besoin de rejoindre le maquis pour exprimer ses idées. Ça épouse votre idée, votre idéologie, votre vision? Vous savez, le régime d'Ahidjo m'avait déjà mis en prison. C'est-à-dire en 70-71, j'étais venu pour assister à la commission des bourses, parce que je représentais les étudiants du Cameroun, j'étais le représentant de l'UNEC. Et comme j'avais déjà produit pas mal de textes, etc. à Paris, bon, on m'a arrêté et je suis resté près de 16 à 18 mois en prison. Ça veut donc dire que je n'avais rien fait d'autre que de m'exprimer. Alors, entendre un président de la République dire « on n'a pas besoin de rejoindre le maquis pour exprimer ses opinions », c'était quelque chose de très fort. Et c'est la raison pour laquelle je me suis remis dans la politique. Alors qu'après cet épisode, je m'étais mis en réserve, je n'avais plus tellement d'activité depuis ces années 70-72, jusqu'au moment où Biya est venu, où il a prononcé ses discours et où j'ai décidé de prendre une part active dans l'activité politique de mon pays. Et vous prenez une carte de parti? Du parti? Oui. Et vous savez, j'ai pris une carte du parti, mais avant cela, il y avait des responsables que je connaissais un peu, mais que mon père connaissait, parmi lesquels il y avait le sultan Bombon-Dioya, qui était très actif dans le cadre du parti. Et qui ont réussi à vous convaincre que vous êtes vous êtes sur le droit chemin? Ce n'est pas tellement qu'ils m'ont convaincu, je l'ai vu lui, j'ai vu des gens comme... à l'époque, il était gouverneur, le gouverneur Mengemé. Oui. J'en ai un peu discuté avec mon père. Et je leur ai dit, voilà, voici mon profil, voici mon passé. Moi, je voudrais bien rentrer dans la politique active. Et à l'époque, elle se présenterait sous la forme du renouvellement des cadres du parti. Donc, élection des organes de base. J'ai dit, je veux bien tenter ma chance comme président de la section du Vouri. Et est-ce que dans ils m'ont encouragé. Est-ce que dans cette dynamique, il vous est arrivé une fois au moins de rencontrer le président Biya, dont vous étiez tombé amoureux de l'idéologie, si je puis dire? Le président Biya, je l'ai rencontré un peu plus tard. Avant cela, j'avais rencontré le président Ahidjo. J'avais rencontré le président Ahidjo, ça devait être en 1977. Après que je sois parti, j'ai vu un certain nombre de choses. J'éprouvais la nécessité de converser avec cet homme par lequel j'ai suivi les Avani et que l'on sait, mais dont je savais aussi qu'il aimait son pays et qu'il s'efforçait de faire de son mieux. Donc au-delà du discours que vous avez écouté, qui vous a frappé, vous avez découvert l'homme, auteur des discours. Mais j'ai donc découvert Ahidjo qui m'a dit, bon, ici je suis prêt à travailler avec lui, etc. Je lui ai dit, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à travailler véritablement avec lui. Mais bon, je voudrais bien avoir des activités dans mon pays. Pour ce qui est de Biya, il a fallu que je sois d'abord élu président de la section départementale du ADPC du Vouri.
il lui arrivait à cette époque de faire des déplacements à Douala, parce que Simalène n'était pas encore ouvert. Oui. Et à chaque fois qu'il venait à Douala, il recevait quelques personnalités. Et parmi elles, il demandait à me recevoir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le voir. Mais il y a eu des séances beaucoup plus longues. À une époque, il devait recevoir le président Obiangema Bazogo dans son palais de Douala ici. Il y avait un petit dîner qui était organisé. Et j'avais été convié. Vous aviez eu le privilège de participer à ce dîner? Tout à fait, à ce dîner. Et nous avons échangé. Je lui ai donné mes opinions. Et à chaque fois qu'il passait par Douala, j'essayais de faire un pensum, un résumé de la situation politique de la ville et du département que je lui remettais en tant que chef du parti pour qu'il apprécie, selon nos vues, comment marche le parti. Et tout ça a constitué en vous cet homme qu'on a connu, président de la grande section pilote du RDPC de Vaury? Oui, je ne sais pas si j'étais grand ou si j'étais pas grand. La section, en tout cas, elle était grande parce qu'à l'époque, c'était des sections stricto sensu départementales. Donc chaque département avait une seule section. Et Douala étant une grande ville, la plus grande de l'époque, la section RDPC du Vaury était par conséquent la section la plus grande. Et mon Dieu, je crois que dans la manière que j'ai eu d'animer cette section, avait apporté quelques nouveautés. Les militants étaient peut-être appelés à fonctionner différemment. En tout cas, bref, je crois que le parti donnait le sentiment d'une intense activité comparée à l'activité qu'il avait pu avoir il y a quelques années avant que je ne sois là. En ce moment-là, Jean-Jacques Ekindi, président responsable politique de RDPC dans le Vaury, avait assouvi son ambition. C'est ça, votre vision a été remplie. Vous voulez faire de la politique et vous avez atteint votre sommet à ce moment-là, non? Non, ça, de mon point de vue, ça ne se présente pas comme ça. Vous avez envie d'améliorer les choses. Vous savez, mai 68 nous a amenés à nous intéresser à tellement de choses. Au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau idéologique, au niveau historique, au niveau de l'évolution de l'histoire, avec des philosophes comme Hegel, avec Engels. Donc vous avez toute une série de choses que vous vouliez bien voir faire avancer. Mais quand vous arrivez... Vous n'avez pas une limite en disant, moi, je veux devenir président de la section des RPC du Vaury. Une fois que je le deviens, mes ambitions sont assouvies. Alors, mais quand vous arrivez au Cameroun, quand même, pour être militant ou dirigeant politique, vous avez une ambition, participer à la décision politique, sociale, économique du pays. Tout à fait, mais c'est une porte d'entrée. La politique ne s'arrête pas à la section des... Vous avez été déçu après? Ah oui, après j'ai subi quelques déceptions. Mais d'abord, d'être président départemental... C'est déjà ça. Nous a conduit à autre chose. Nous participions au congrès et aux conseils nationaux du RDPC. Par la suite, les statuts ont été modifiés pour que les présidents départementaux soient membres du comité central et qu'ils puissent participer aux activités du comité central. Ensuite, il y avait des recommandations qu'on pouvait faire, soit au bureau politique, soit même à nos élus, c'est-à-dire au président de la République. Donc, être président de section en soi ne pouvait en aucune manière constituer une fin. Elle constituait, on était dans le débat, dans l'engagement, dans la recherche de la meilleure formule possible. Il y a quelque chose que le président Biya vous a dit un jour qui vous a marqué pendant que vous étiez président départemental du parti? Oh, vous savez, c'est difficile à brûle pour point d'en faire l'exégèse. Non, mais ce qui m'a marqué, non pas une phrase particulière, mais c'était une manière d'être. Le président Biya m'a toujours donné l'impression de prendre le temps. Moi j'étais jeune, donc j'étais tout bouillant. Je souhaitais que les solutions se mettent en mouvement immédiatement. Mais à chaque fois que j'avais l'occasion de l'approcher et d'évoquer ces problèmes, il me ramenait à de la tempérance. Il disait, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, mais on va le voir. Et c'est après que j'ai compris qu'il s'agit là
d'une approche politique réelle et non pas d'un fait de circonstances. Et bon, je crois que ça a permis de régler pas mal de problèmes. Quand je vois des situations comme celle de Bakassi, à l'époque j'étais très actif, mais à la limite, mon avis eût été qu'on prenne des fusils et qu'on boute les Nigérians hors de notre territoire. Mais le président Biya vous a déçu par sa décision, par sa position. Non, quand on a affaire à un président ou à un supérieur, on n'est pas là pour le juger, savoir si on est déçu ou pas. Au contraire, on essaye de comprendre où est-ce qu'il veut nous mener. Et non pas de se dire, moi je voulais aller ici, lui il n'a pas voulu, je suis déçu. Non. Il a pris une autre démarche que, bon, on n'a pas tout de suite comprise parce qu'on estimait que les Nigériens avaient franchi le Rubicon et qu'il est bon que le Cameroun se défende. Mais il l'a pris différemment et on a constaté après coup que sa démarche était absolument extraordinaire. Alors, donc, ce genre de choses m'ont beaucoup plus marqué qu'une parole qu'il m'aurait dite, surtout qu'il est très affable. Jean-Jacques Ekindi, parlons du coordonnateur du mouvement progressiste que vous avez été. Mais la voiture commence d'abord par ma démission du RDPC, parce que vous m'avez dit si j'ai eu des déceptions. Oui, là pour le coup, j'ai eu de vraies déceptions. Oui. J'ai eu de vraies déceptions. La toute première, bon, la première qui m'a vraiment frappé, c'est la limite de mes activités dans le cadre du RDPC. J'ai constaté au départ qu'il y avait très peu de vie intellectuelle dans le parti. Or, nous avions un vivier très important. Douala regorge d'intellectuels de toute nature, des hommes de science, des hommes d'affaires, des littéraires, etc. Et j'ai décidé d'organiser des réunions de cadres qui n'appelaient pas les militants en fonction de leur structure, en disant, bon, on appelle les comités de base numéro tant, numéro tant, numéro tant, mais qui appelait une espèce de classe sociale de cadres et intellectuels. On dit, bon, on va se réunir et nous allons réfléchir sur les problèmes du pays. J'ai fait une première réunion, elle était très courue, beaucoup de gens étaient venus assister, donner leur point de vue, etc. Et cette réunion a été interdite. Elle a été interdite. Ça commence à vous choquer. Oui, ça m'a choqué parce que je ne vois pas pourquoi on interdit aux gens de réfléchir sur le sort de leur pays, surtout les gens du parti au pouvoir, qu'on ne peut pas soupçonner de tramer un mauvais coup, un coup d'État. Mais malgré mon insistance, le secrétaire général de la communication, Joseph Charles Dumba, a envoyé un message pour dire arrêtez cette réunion. Et vous commencez à développer l'idée de l'aile progressiste du RDPC. Elle commence à naître parce qu'en réalité, c'est d'abord Ekani qui a demandé que l'on arrête. On dit non. Le gouverneur a demandé qu'on arrête. On dit non. Bon, Dumba a demandé, j'ai dit oui, lui c'est mon chef politique. Avec lui, je peux très bien faire. Parce qu'il arrivait de temps en temps quelques petits échanges avec le gouverneur. Le gouverneur qui souhaitait disposer notamment des rapports que j'adressais au président de mon parti. Et moi, de lui répondre qu'il est le chef de l'administration du littoral, donc qu'il donne sa part de rapport et que je donne la mienne. Il n'y a pas lieu qu'on les confonde. Alors, l'animateur de l'aile progressiste du RDPC va créer non, un mouvement. Je voulais parler de 2 ou 3 éléments. Le deuxième élément, c'est en 87. Oui. En 87, j'ai constitué une liste municipale. On venait de créer les communes d'arrondissement de Douala et de Yaoundé. Bon, j'ai donc présenté une liste. Et j'avais en face de moi le président du conseil d'administration et pas mal de classiques, disons, de hautes personnalités de cette ville. Et j'ai gagné. Alors, une fois que j'ai gagné, je m'attendais à devenir maire, puisque c'était pour ça que je conduisais cette liste. Et la liste était tout à fait en conformité avec nos objectifs. Là, le RDPC, du moins la hiérarchie, a dit non. C'est nous qui choisissons le maire et ce n'est pas vous qui serez maire. Et vous n'avez pas été maire. Et je n'ai pas été maire. Bon, je suis quand même... Deuxième choc. Le deuxième choc, l'année d'après, je voulais être député. Bon, je me suis donc préparé une liste pour conduire une liste à la députation à Douala.
Et puis là encore, la hiérarchie a décrété que C'est nous qui décidons. Il n'y a pas de cumul, c'est nous qui décidons. On n'est pas à la fois député et Président de section. Comme vous êtes déjà président de section, on ne retient pas votre candidature pour la députation. Bon, ces choses-là m'ont profondément choqué. Parce que c'est pas du tout comme ça que... Et vous dites vous allez animer votre aile progressiste à l'extérieur. Voilà, vous n'avez pas transporté une partie du RDPC pour l'extérieur que vous appelez maintenant un mouvement progressiste? Non, non, c'est une question de loyauté. Quand le moment de pouvoir créer des partis alternatifs est venu, je me suis dit que à l'extérieur, dans un parti, je m'exprimerai beaucoup plus librement. Mes idées verront leur validation beaucoup plus probante et j'espère que le Cameroun pourra en bénéficier. Le Cameroun en a bénéficié. Vous avez été élu député sous la bannière du mouvement progressiste. Oui, d'une certaine manière. Enfin, vous avez été député. Oui, mais je pensais que ce serait beaucoup plus que ça. Mais toujours est-il que ma manière de voir les choses est frappée au sceau de la loyauté. Quand j'ai décidé de démissionner, il y a des membres de mon bureau et puis d'autres militants qui ont manifesté le souhait de me suivre dans cette démission. Et je leur ai dit non, je suis venu seul, parce que la conviction politique, on l'a fait seul. Je pars seul maintenant. Ceux qui voudront faire la démarche à partir de leur propre conscience pourront toujours me rejoindre. Mais je n'ai emmené personne pour dire allons créer ensemble tel ou tel mouvement. Alors, le mouvement progressiste est donc créé de cette manière-là. Il ne s'est pas créé sur la base d'un socle que j'aurais retiré de la section départementale. Le bilan, si on peut l'évoquer en quelques secondes, c'est que vous avez été député et puis vous avez été conseiller municipal et puis aujourd'hui vous dites c'est bon comme ça. Alors, entre-temps, il y a eu suffisamment d'événements au Cameroun. Crise sécuritaire, crise sociopolitique, aujourd'hui crise sanitaire. Comment est-ce que le mouvement progressiste s'est manifesté dans cet environnement? Il ne faut pas occulter la crise de départ. La crise économique de départ. La crise de départ, celle qui a voulu que soit organisée la conférence nationale souveraine. C'est le plus grand mouvement social qu'a connu le Cameroun, qui a impliqué toutes les couches, toutes les personnes. Le vent de démocratie qui a soufflé sur l'Afrique. Où on l'appelle le vent d'Est, bien sûr. On l'appelle les vallées de Braise, on l'appelle... Il y a plusieurs noms, mais c'est véritablement ce qui était l'acte fondateur. Il y en a qui ont dit que c'était les dérivés également de la conférence de la Baule. Oh, disons que, à mon avis, c'est un peu exagéré. À la Baule, Mitterrand a exprimé qu'un peu plus de libéralisation serait meilleur. Mais les mouvements qui sont mis en place, ils sont beaucoup plus liés à tout ce qui se passait dans le monde, avec la chute du mur de Berlin, avec un foisonnement de littérature jamais connu, avec des engagements. Donc ce mouvement a eu lieu et il fallait voir à l'époque les rassemblements populaires qui pouvaient avoir lieu. C'était absolument effrayant parce que les Camerounais étaient tous alignés vers un objectif précis. Bon, malheureusement, il ne s'est pas prolongé comme il a été conçu dès le départ. Il y a eu la tripartite entre-temps et sont apparus des desiderata partisans, personnels, égocentriques qui ont fissuré et puis fracturé le mouvement. Ensuite, il y a eu, Jean-Jacques, qui dit tous ces mouvements dont on parle là, il y a eu la gestion de tous ces mouvements-là, ça a été qui heureux, qui malheureux, quelle est la lecture que vous faites de tout cela, de la gestion de tous ces événements, toutes ces crises-là? Je pense que... La plus marquante pour vous, c'est quoi? Non, de toute évidence, la plus marquante, c'est la revendication de conférence nationale souveraine. De très loin la plus marquante. C'est plus fort que celle que l'on vit aujourd'hui? Oh oui. La crise de l'irrédentisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui,
c'est plus fort à un triple titre. D'abord, c'était global. Les manifestations, il y en avait partout. À Douala, à Yaoundé, à Kousséri, à Maroua, à Bertoua. Tout le peuple camerounais était en mouvement. Ce que l'on vit dans le Nozo, c'est une certaine partie qui se révolte contre la manière de diriger, etc. Alors, c'était absolument global. Et la deuxième chose, c'est que les Camerounais avaient développé un rêve. Là, il n'y a pas de rêve collectif. Il y a chacun qui pense qu'il peut, il ne peut pas. Mais le rêve collectif, c'était la conférence nationale souveraine où on va refonder le Cameroun, où tous les Camerounais vont enfin se mettre ensemble pour refonder leur État, leur vivre ensemble. Et bon, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais vous me disiez, il y a des questions, pourquoi? Je crois que, d'abord, il y a l'habileté manœuvrière et administrative du camp d'en face. Il fallait qu'il soit très habile pour désamorcer Tout à fait. ce qui s'est passé. Mais surtout, très vite, ont ressurgi les intérêts à caractère personnel. À caractère clanique, à caractère d'affirmation individuelle. Donc, dès qu'on a mis en place le désir pour les uns ou les autres d'affirmer leur leadership par opposition à d'autres leaderships, le mouvement s'est fracturé. Et il n'a plus connu l'ampleur dont nous parlons. Mais autre chose, le mouvement n'a pas duré assez longtemps pour former ses propres leaders. C'est-à-dire pour former des leaders qui soient en capacité de le conduire vers le but qu'il recherchait. Si ce mouvement avait duré peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, je suis sûr que des leaders suffisamment désintéressés, suffisamment organisés et intelligents pour conduire une telle bataille auraient surgi et nous auraient conduits vers les voies qu'on recherchait. Mais très vite, et c'est en cela que la conférence nationale, pas la conférence nationale, la tripartite était habile. Vous savez qu'il n'y a rien qui divise autant que les élections. Donc d'avoir immédiatement mis en avant les élections, ça c'était de mettre les leaders les uns contre les autres. Et cette diffraction n'a jamais cessé. Chacun a essayé de construire le plus beau parti. Alors, là, nous allons construire un long pont entre la tripartite et 2019. L'autre forme de tripartite, on l'a appelé Grand Dialogue National. Où on a vu un Jean-Jacques Ekindi assez remuant. Je ne les mettrai pas sur le même plan. Je ne les mettrai pas sur le même plan. D'abord, la conférence nationale a pris naissance avec les difficultés que les populations rencontraient et le désir de changement. Le dialogue national était une réponse que le gouvernement et le président ont prise afin de régler un certain nombre de problèmes, notamment spécifiques. L'insurrection dans le nord et le sud-ouest. À partir de ce moment-là, l'attente n'était plus la même. Moi, quand je suis allé au Grand Dialogue National, j'y étais allé pour parler de paix, explorer toutes les voies qui pourraient nous conduire vers la paix. Le cahier des charges que j'ai trouvé avait pris 8 commissions. Les unes parlaient de reconstruction, les autres parlaient de bilinguisme, les autres parlaient du système scolaire. C'est très loin de ce à quoi je m'attendais. C'est pour ça que vous avez fait ce qu'on appelle chez nous la danse Bafia. Mais je ne sais pas si vous l'appelez la danse Bafia, mais une chose est certaine, j'étais dès le départ profondément déçu. Parce que c'était pas ce que j'étais venu chercher. On m'avait mis à la commission de la reconstruction. Je dis, mais commission de la reconstruction, les troubles ne sont pas terminés. Les affrontements continuent. Comment peut-on planifier la reconstruction quand on ne sait même pas ni l'ampleur, ni la nature de ce qui est à construire? Je me suis donc demandé, je me suis trouvé très mal à l'aise.
Me trouvant mal à l'aise, j'ai l'habitude, quand ça ne va pas, Vous sortez. discrètement, sans faire de bruit. Toujours est-il que vous êtes revenu. Oui, parce que j'ai rencontré le Premier ministre qui a souhaité me rencontrer. Je lui ai indiqué tout le malaise qui m'habitait et qui ne me permettait pas de donner le meilleur de moi-même. Je parlais d'autant plus volontiers que pendant un bon moment, avec le cardinal Toumi et quelques autres, nous avons véritablement réfléchi sur ce qu'il conviendrait de faire pour la paix. Donc mon esprit était structuré par rapport à la paix. Bon, il m'a laissé entendre que ce n'est qu'une première étape, que les choses vont continuer. Je dis, bon, si il peut m'assurer qu'une commission, au moins, une commission va poursuivre cet effort de paix, etc., là, je suis son homme. Parce que mon propos n'était pas de faire des esclandres et pouvoir quitter la salle. D'accord. Le grand dialogue national poursuit son bonhomme de chemin dans sa phase de mise en œuvre. C'était presque l'avant-dernier grand moment de Jean-Jacques Ekindi en tant que coordonnateur national de MP. L'autre grand moment, c'était les élections législatives municipales de février 2020. Au bout du compte, vous en êtes sorti simplement conseiller municipal. Là, vous avez été déçu. Oui, d'abord, je n'appelle pas ça un grand moment. Les élections sont une activité normale pour un parti politique. C'est un grand moment de la vie nationale quand même. Si l'on veut, mais quand on veut les comparer au grand dialogue national ou bien à la tripartite... Pas de comparaison possible. Pas de comparaison possible. C'est pour ça que... Non, vous n'avez pas été élu maire à Douala premier. Vous n'avez pas élu maire de la ville de... Vous n'avez pas été élu maire de la ville de Douala. Voilà. Grosse déception aussi, non? Je n'ai même pas été élu député. Oui, j'étais fortement déçu. Mais il fallait que je tire les conclusions. J'ai fait le mieux que j'ai pu. J'ai présenté des programmes, je me suis investi, j'ai fait une campagne digne de ce nom. Et je crois que si on devait comparer ma campagne à celle de mes opposants, il n'y aurait pas match. Nous avons fait une véritable campagne. Mais les résultats sont ce que les populations ont bien voulu nous renvoyer. Autrement dit, sur 80 000 inscrits, vous confinez à un simple poste de conseiller municipal, c'est tout. Vous revenez toujours avec votre logique de poste. Les postes ne m'intéressent pas. Si je suis dans une position, j'essaie de faire du mieux possible et je continue. Autrement dit, mais Jean-Jacques Ekindi voulait être maire, c'est un poste. Mais Jean-Jacques Ekindi estime que la ville de Douala a beaucoup de problèmes à régler. Le maire peut en régler une partie, mais il ne peut pas tous les régler. Et Jean-Jacques Ekindi pense avoir le potentiel pour faire beaucoup plus. Donc il ne peut pas se confiner, il ne peut pas avoir pour ambition... Et ce potentiel, il ne peut pas l'exprimer en tant que coordinateur national de MP, raison pour laquelle il démissionne du parti qu'il a créé pour rejoindre la case de départ. Mais le coordonnateur général du MP est coordonnateur général d'un parti d'opposition. Et quand on voit fonctionner nos institutions, depuis 92, où les choses étaient bien différentes, avec 92 députés de l'opposition, 88 du RDPC, le président élu avec 39% des voix, etc., les choses sont bien différentes. À l'heure actuelle, aucun parti d'opposition ne dispose d'un groupe parlementaire. Aucun parti de l'opposition n'atteint même 10 députés sur 180. Alors combien de fois ceux qui ne sont même pas dans cette assemblée, ils pèsent rien du tout. Leurs apports sont considérés comme négligeables. Or, je ne m'investis pas dans la politique pour que mes apports soient négligeables. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, si les décisions se prennent au sein du RDPC... Il vaut mieux y aller. Je vais y aller et essayer de voir ce que peuvent valoir mes apports, plutôt que de me dire je suis de l'opposition, je reste à l'opposition, tout en constatant que quand je présente mes programmes à Douala Premier, il n'y a même pas 1400 personnes qui se prononcent pour moi. Depuis votre démission du MP, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec le RDPC, quelques responsables du RDPC? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Depuis ma démission, j'ai eu une avalanche de coups de téléphone. Vous êtes le bienvenu? En tout cas, qui pense que c'est une bonne décision que j'ai prise. Vous n'allez pas perturber l'ordre établi? Mon souci est toujours le Cameroun. C'est ça ma constante. Perturber l'ordre établi, ne pas perturber l'ordre établi. Quand il y a le choix,
faire avancer le Cameroun et perturber l'ordre établi, ou bien ne pas faire avancer le Cameroun, mais garder l'ordre établi dans l'état où il est, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que vous cherchez, Jean-Jacques Ekindi? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous savez, en allant aujourd'hui, en rentrant dans le RDPC, presque 30 ans après? Je crois que... Ce que vous n'avez pas eu. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? C'est pas ce que j'ai eu ou ce que j'ai pas eu. C'est vous êtes dans une situation, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous n'êtes pas là tout le temps avec une règle ou un tableau pour savoir j'ai eu ça, j'ai pas eu ça. Ça fonctionne pas. En tout cas pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Vous êtes dans une situation, est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes motivé pour faire? Est-ce que vous avez l'énergie pour faire? Est-ce que vous croyez avoir les compétences pour faire? Voilà. Maintenant, si j'avais été élu maire, j'aurais mis toute mon énergie à essayer de régler les problèmes de la mairie. Maintenant, je n'ai pas été maire. Donc, je ne vais pas me focaliser en disant comment va-t-on régler les problèmes de la mairie. Qu'est-ce qu'on vous a promis dans le RDPC? On ne m'a rien promis du tout, puisque je n'ai rien demandé à personne. J'ai décidé de démissionner en me disant, là, il y a des choses à faire. Et j'ai été d'autant plus encouragé que à chaque fois que j'avais eu l'occasion de rencontrer le président Biya après ma démission, il ne s'empêchait de me dire, mais revenez avec nous, revenez au RDPC, on pourra y travailler ensemble. Mais vous avez pris du temps, beaucoup de temps, puisque le président Biya vous attendait depuis. Mais ce n'est pas par rapport à lui que je supposais que j'ai été élu maire ou de Douala, etc. L'activité que j'aurais eu à y conduire ne m'aurait même pas renvoyé à savoir si le président Biya m'a demandé ou ne m'a pas demandé. Est-ce que vous étiez vraiment parti du RDPC? Bien entendu, moi je ne vois pas très bien comment je pourrais combattre le RDPC sans en être parti. Et il est clair que j'en étais... Lorsque on a reçu la fessée nationale, qu'on a été torturé, etc., c'est pas parce que j'étais du RDPC que j'ai été torturé, c'est parce que, bon, mes actions ne plaisaient certainement pas à ceux qui dirigeaient le RDPC. Et donc, on ne peut pas... Il y a une ambivalence que l'on aime bien faire traiter. Oui, les gens sont ceci, ils ont trahi celui-ci, ils sont partis sans partir. Mais ce n'est pas des catégories politiques. En politique, on n'est pas comme en droit civil. En droit civil, on juge, en droit pénal. En droit pénal, on juge selon les actes et les intentions. Vous devez donner la mort avec l'intention de la donner. En politique, il n'y a pas d'intention. Vous avez fait, on vous juge à ce que vous avez fait. Alors qu'ici, on a tendance à dire, il a fait ça parce qu'il n'a pas. Non. Vous avez fait, si c'est un acte qui porte à conséquence, vous subissez les conséquences, et on ne vous laisse pas le loisir de dire, vous savez, je n'ai pas voté pour vous, mais j'avais l'intention de le faire pour tel ou tel raison. Non. Est-ce que Jean-Jacques Ekindi dit ce sera facile d'être militant de base quand on a été au sommet de la hiérarchie du parti, tout au moins au niveau départemental? Mais sommet ou pas sommet, on est d'abord militant de base. Sommet ou pas sommet, on est militant de base. Et moi, je serai militant de base, j'espère que je serai un bon militant de base, à la disposition de mon parti. Et si mon parti estime que les compétences dont je dispose, elles sont le mieux exploitées quand je suis laissé uniquement à la base, ben je reste à la base. Mais il n'empêche qu'il y a une double personnalité. Je suis militant et je suis également citoyen. J'ai la faculté de m'exprimer, de donner des idées, de proposer, etc. On en fera ce qu'on voudra. Mais j'ai cette faculté-là et je ne vais pas m'empêcher. Alors, est-ce qu'on voit Jean-Jacques Ekindi, futur président du conseil régional, du littoral? Moi, j'en sais rien du tout. Ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est une disposition partisane. C'est le parti qui décide d'adouber et d'investir ses élus. Alors, vous serez content que le parti vous investisse cette fois-ci, alors qu'autrefois il ne vous a pas investi. Vous serez content de frustrer d'autres personnes? Moi, vraiment... Par la volonté du parti? Vraiment, ce n'est pas un problème qui me préoccupe. Ce n'est pas un problème qui me préoccupe parce que, d'abord, je ne sais pas exactement ce qu'on attendra de cette personnalité-là. Ensuite, je n'ai fait aucun acte de candidature par rapport à ça. Et enfin, le Cameroun et ses problèmes ne sont pas viscéralement liés à la présidence d'un conseil régional. Il y a le conflit du Nozo, il faut à tout prix le régler. Il y a Boko Haram, il faut le régler. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Tchad, avec plus d'une centaine de morts. Vous voyez que les Américains ont été obligés de signer de vagues accords avec les talibans. Le problème n'est pas fini. Il y a une partie de nos populations
qui veulent que les choses soient traitées différemment. Nous avons des tares que nous connaissons, comme la corruption, qui gangrène tout. Il faut à tout prix qu'on s'en occupe, sinon on va droit dans le fossé. Voilà les problèmes auxquels je réfléchis constamment, et non pas sur le fait que peut-être qu'on peut me nommer ou m'investir comme conseiller régional, ou bon, ça c'est accessoire. Jean-Jacques Ekindi, on va sortir par cette toute dernière question. Il vous arrive de penser qu'une fois rentré dans le RDPC, vous allez échanger encore avec le président Biya. Si ça arrive, quels seraient vos premiers mots à l'endroit de celui qui est désormais votre camarade, à nouveau votre camarade? Vous savez, le président Biya est le président de tous les Camerounais. Je me souviens, quand j'ai été élu comme député, j'ai trouvé des formations politiques qui disaient: nous ne nous rendrons jamais aux manifestations organisées par Biya, parce que c'est notre adversaire politique. On dit non. La phase politique, c'est la phase de recherche. Une fois qu'elle est terminée, il y a un président. Et moi, dès le début, j'y suis allé. Je n'ai jamais vraiment cessé les contacts avec le président Biya. Seulement, ces contacts ne sont pas des contacts visuels. Si j'ai besoin de contacter le président Biya, il y a des moyens, aussi bien officiels qu'officieux, par lesquels je peux lui faire parvenir mes idées par correspondance ou ma vision. De la même manière, s'il pense pouvoir me laisser entendre telle ou telle chose, il a aussi les moyens de le faire. Donc pour moi, encore une fois, je n'en fais pas un casus belli de dire il faut que je le rencontre. Je sais que si je veux faire parvenir au président Biya un certain nombre de choses, dans la journée, le message peut lui parvenir. Et je sais que si lui aussi, il veut me faire parvenir quelque chose, à condition qu'il me donne l'importance que vous croyez, parce qu'il y a 25 millions de Camerounais. Il ne peut pas s'amuser à transmettre des messages à 25 millions de Camerounais. Si jamais d'aventure cela m'arrive, très bien. Donc, vous me dites, si je le rencontre, qu'est-ce que j'aurais à lui dire? Mais je lui dirais: Monsieur le Président, continuez l'effort de direction du pays. Tout n'est pas parfait, mais tous, y compris moi, sommes là pour améliorer ce qui n'est pas encore parfait. Merci. Merci infiniment.